Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale au sein de la prépa ISP, en particulier dans le cadre des préparations au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Je suis également magistrat de l'ordre judiciaire, président de chambre correctionnelle. L'objet de la présente vidéo est d'évoquer un certain nombre d'éléments de réflexion, de correction concernant le sujet de droit pénal qui a été proposé aux candidats au deuxième et troisième concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature au titre de l'année 2023. Vous le savez, l'épreuve de droit pénal et de procédure pénale au titre du deuxième et du troisième concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature est nécessairement un cas pratique. 2023, donc, le cas pratique qui a été soumis aux candidats n'a pas été une grande surprise quant à la manière dont il était présenté et quant aux questions qui étaient posées aux candidats. En effet, ce cas pratique était d'une facture similaire à celle des cas pratiques qui avaient été donnés les 3 années précédentes, avec une description des faits, s'achevant avec un certain nombre de questions quasiment identiques à celles qui avaient pu être posées les années précédentes, questions distinguant d'une part l'enquête, d'autre part les qualifications pénales, pour ensuite envisager la question de l'orientation procédurale des poursuites. Pour résoudre ce cas pratique, il fallait bien évidemment lire de manière extrêmement attentive les faits tels qu'ils nous étaient relatés dans l'énoncé. C'est le point sur lequel l'on insiste le plus lourdement auprès des candidats, le fait qu'il ne faut pas avoir une lecture superficielle des faits, mais bien entrer dans une lecture approfondie, ce qui signifie en réalité lire à plusieurs reprises l'énoncé, le lire une première fois d'une traite pour savoir grosso modo de quoi il retourne, pour ensuite lire à nouveau notre énoncé avec cette fois une feuille de manière à noter les points les plus saillants qui vont nous amener ensuite à structurer nos développements et puis un stabilo pour rendre très visibles les points qui vous apparaissent être les plus importants, les éléments incontournables qui vont structurer votre raisonnement. Donc une lecture attentive des éléments de l'énoncé était absolument incontournable pour mener à bien cette épreuve. Ensuite, pour pouvoir rendre une copie la meilleure possible, il fallait évidemment répondre aux questions qui nous étaient posées, avec néanmoins une difficulté qui rejoint finalement ce que j'avais pu dire à propos du sujet qui était tombé à la fois pour les deuxième et troisième concours, mais aussi pour le premier concours, puisque cette année-là, il s'agissait non pas d'une dissertation comme en 2023 pour le premier concours, mais d'un cas pratique également pour ce premier concours, donc en 2021. Difficulté qui tient à l'ordre des questions qui sont posées aux candidats. En effet, les questions commencent par évoquer l'enquête judiciaire. Première question, l'enquête judiciaire, c'est sur 10 points et on pose la question alors du cadre légal dans le cadre desquels les policiers agissent, puis les mesures d'enquête et de contrainte pouvant être mises en œuvre, etc. Et ce n'est que dans la deuxième question que l'on interroge le candidat sur les faits, sur leur qualification pénale. Or, comme en 2021, j'insiste là-dessus, ce n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent de poser comme première question celle de l'enquête judiciaire et de la régularité procédurale. Parce que pour pouvoir vérifier la régularité d'une procédure pénale, il faut évidemment savoir de quelles infractions l'on parle.
parce que la procédure pénale n'est pas la même selon que l'on est en présence de faits criminels, de faits délictuels ou de faits simplement contraventionnels. Prenez par exemple la garde à vue. Eh bien, la garde à vue, cette mesure de contrainte, elle ne peut être employée que si l'on est en présence d'investigations portant sur des faits délictuels faisant encourir une peine d'emprisonnement. Comment voulez-vous vérifier en premier lieu la régularité d'une garde à vue si vous n'avez pas préalablement qualifié les faits qui vous ont été soumis de manière à vérifier que l'on est bien en présence d'un délit puni d'emprisonnement? C'est la même chose s'agissant de la caractérisation d'une situation de flagrance. Une flagrance ne peut être caractérisée qu'en matière de crime ou de délit puni d'emprisonnement, conformément aux dispositions des articles 53 et 67 du Code de procédure pénale. Il est donc parfaitement incohérent de demander au candidat de se prononcer sur l'existence d'une flagrance sans avoir d'abord déterminé de quelles infractions l'on parle. C'est la raison pour laquelle, pour être le plus efficace possible, il fallait en réalité intervertir l'ordre des questions. Il fallait traiter en premier lieu la deuxième question relative aux qualifications pénales pour n'envisager qu'ensuite la première question relative à l'enquête judiciaire, de manière à avoir les développements les plus logiques et les plus rigoureux possibles concernant la régularité procédurale. Il fallait donc commencer par traiter les qualifications pénales, comme c'était d'ailleurs le cas en 2022, s'agissant du cas pratique qui avait été proposé aux candidats en 2022, où là, l'ordre des questions était parfaitement cohérent. On commençait par les qualifications pour ensuite envisager la régularité procédurale. Il fallait donc renverser l'ordre des questions. Au titre des qualifications pénales, la question était assez classique. Quelles infractions, voire quelles circonstances aggravantes sont susceptibles d'être caractérisées? Ici, pour être le plus efficace, le plus rigoureux possible, il fallait évidemment structurer ces développements et ne pas rédiger au fil de la plume les éléments relatifs aux qualifications pénales à retenir. Non, non, vous devez montrer au correcteur que vous avez un raisonnement juridique structuré, que vous êtes rigoureux, donc vous ne pouvez pas raisonner au fil de la plume. Il fallait distinguer les différents faits tels que relatés dans l'énoncé. Et en réalité, il y avait 4 séries de faits relatés dans l'énoncé. Il y avait d'abord les faits commis à l'encontre de Samy, ce jeune homme qui avait été violenté pour que ses agresseurs s'emparent de son téléphone portable. Il y avait également les faits commis à l'encontre de Madame R, qui, elle, avait été secouée sans pour autant qu'elle n'ait été victime d'un vol. Il y avait également les faits commis à l'encontre de l'agent interpellateur. On vous explique que l'un des 2 protagonistes interpellés effectivement frappe, porte un coup de poing, si ma mémoire est bonne, à l'un des agents interpellateurs. Et puis il y avait enfin les faits commis à l'encontre de Paul H, cet individu, ce jeune majeur qui avait été victime d'un coup de couteau et qui s'était réfugié dans les toilettes du train le temps que celui-ci arrive en gare et que finalement tout le monde en sorte. Il fallait donc, pour traiter la question des qualifications pénales, eh bien, adopter un plan en 4 points. D'abord les faits commis à l'encontre de Samy, ensuite ceux commis à l'encontre de Madame R, puis les faits commis à l'encontre de l'agent interpellateur, et enfin les faits commis à l'encontre de Paul H. Et puis, il fallait évidemment qualifier les faits en désignant les protagonistes mis en cause, c'est-à-dire en désignant pour les faits commis à l'encontre de Samy messieurs P et D, en tant qu'ils sont suspectés au regard de la tenue
vestimentaires qu'ils arborent au moment de leur interpellation. Ils sont désignés en tant qu'agresseurs et voleurs à l'égard de Samy. C'est la même chose pour ce qui concerne Madame R. En revanche, s'agissant de l'agent interpellateur, seul Monsieur P, d'après les termes de l'énoncé, seul Monsieur P peut se voir reprocher ces faits à l'encontre de l'agent interpellateur. Et puis, il y a les faits commis à l'encontre de Paul H, qui devaient nous amener à distinguer d'abord la responsabilité pénale du porteur du couteau, celui qui a porté le couteau, et puis ensuite la responsabilité pénale des deux autres protagonistes qui avaient prêté main forte, en quelque sorte, à l'agresseur au couteau dans sa fuite. Il fallait donc être bien structuré et évidemment ensuite qualifier les faits en appliquant le triptyque habituel que j'enseigne dans mes cours de droit pénal et de procédure pénale à l'attention des élèves de la prépa ISP. Ce raisonnement en triptyque consistant à bien distinguer d'une part la caractérisation de l'infraction, élément légal, élément matériel, élément moral, d'autre part la question de l'imputation de l'infraction, c'est-à-dire la question pour l'essentiel des causes d'irresponsabilité pénale, et puis enfin la question des peines principales encourues. Je n'ai pas le temps dans le cadre de cette vidéo d'entrer dans le détail de ces éléments de raisonnement juridique. Je le ferai évidemment à l'attention des élèves inscrits à la prépa ISP dans le cadre du séminaire de rentrée, qui est l'occasion de résoudre les sujets de droit pénal qui sont tombés l'année précédente. Simplement, il fallait ici retenir à la lecture de l'énoncé et après réflexion, s'agissant des faits commis à l'encontre de Samy, une qualification de vol avec violence, vraisemblablement sans incapacité totale de travail, parce qu'il ne nous est pas forcément indiqué des coups d'une particulière violence laissant entendre un préjudice important, éventuellement avec une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, mais de toute manière que l'on soit en présence de violence sans incapacité totale de travail ou de violence avec une ITT inférieure ou égale à 8 jours, ça ne change pas grand-chose en termes de qualification pénale, puisque les peines encourues sont alors plafonnées à 10 ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, lorsque l'on sait qu'existent les circonstances aggravantes de réunion, s'agissant de ce vol avec violence, auxquelles s'ajoute la circonstance aggravante de réunion, la pluralité de protagonistes, et la circonstance aggravante de faits commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. L'on est dans le cadre d'une gare permettant d'accéder à ces véhicules affectés au transport collectif de voyageurs. C'est cette circonstance aggravante-là qui est prévue par l'article 311-4 qui peut être retenue. Que l'on soit sur 311-4 ou 311-5, en présence d'une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou sans incapacité totale de travail, la peine est la même, 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Pour ce qui concerne les faits commis à l'encontre de Madame R, comme je le disais tout à l'heure, Madame R ne déplore pas la soustraction d'un bien, de sorte que l'on va demeurer sur des violences sans incapacité totale de travail, en réunion, qui permettrait alors de revêtir une qualification correctionnelle, la circonstance aggravante de réunion permettant de donner à la qualification de violence sans ITT une qualification correctionnelle, seront alors encourus 3 ans et 45 000 € d'amende, mais si il y a une ITT inférieure ou égale à 8 jours, alors il sera possible de retenir non seulement la circonstance aggravante de la réunion, mais aussi la circonstance aggravante du lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. C'est l'article 222-13 du Code pénal, et dans ce cas-là, ce ne sont pas 3 ans et 45 000 € d'amende qui sont encourus,
mais 5 ans et 75 000 € d'amende. Pour ce qui concerne les faits commis à l'encontre de l'agent interpellateur par Monsieur P, tels qu'ils nous sont décrits dans l'énoncé, la qualification qu'il convenait de retenir, ce n'était évidemment pas une qualification de rébellion. La rébellion désigne le fait d'opposer une résistance violente à son interpellation. La rébellion, cela désigne celui qui s'insurge physiquement face à son interpellation, qui va gesticuler dans tous les sens de manière violente pour éviter d'être interpellé, pour éviter d'être appréhendé. La rébellion désigne ce comportement-là, celui qui résiste physiquement à son interpellation. C'est bien la raison pour laquelle l'on parle de rébellion. En revanche, celui qui porte des coups à une personne dépositaire de l'autorité publique, qui est en train de l'interpeller, des coups, dans ce cas-là, on ne parle pas d'une rébellion, mais on parle véritablement de violence. C'était donc cette qualification de violence qu'il fallait retenir, étant souligné que l'on est sur une qualification de violence spécifiée, prévue par des dispositions très particulières du Code pénal, parce que commise à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Il s'agissait en effet ici de mettre en œuvre les dispositions de l'article 222-14-5 du Code pénal, qui prévoit les peines encourues en matière de violence commise sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Si l'on retient une absence d'incapacité totale de travail, un simple coup pouvant nous amener à considérer qu'il n'y aura pas d'incapacité totale de travail, et si l'on retient également la circonstance aggravante tenant au lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, ce sont 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende qui sont encourus. Donc une sévérité toute particulière du droit pénal s'agissant des violences commises à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Et sur ce point, je reviens encore une fois sur le fait qu'il fallait évidemment ne pas retenir la rébellion. Ceci est d'autant plus vrai lorsque l'on sait qu'il existe des dispositions spécifiques en matière de violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Les peines encourues en matière de rébellion sont bien inférieures à celles qui sont prévues en matière de violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. S'il avait fallu retenir la rébellion ici, il y aurait une sorte d'incohérence. En quelque sorte, les violences commises à l'occasion d'une interpellation seraient moins sévèrement réprimées que des violences commises hors interpellation. Ça n'a pas véritablement de sens. Il fallait aller sur le terrain de ces violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il reste les faits commis à l'encontre de Paul H. Il fallait ici, comme je le disais tout à l'heure, distinguer la responsabilité pénale du porteur du couteau de la responsabilité pénale des 2 autres protagonistes. S'agissant de la responsabilité pénale du porteur du couteau, à partir du moment où l'on décrit un coup de couteau porté sur l'abdomen de la victime, il faut d'abord envisager une qualification de meurtre, ou plutôt de tentative de meurtre ici, puisque Paul H finalement ne va pas décéder. Néanmoins, on pourrait considérer que la qualification de tentative de meurtre n'est pas véritablement établie, parce que l'acte matériel accompli par l'agresseur, qui a consisté en une simple estafilade, c'est ce que nous dit l'énoncé, une simple estafilade, ne permet pas de montrer véritablement un acte tendant directement à donner la mort, qui serait caractéristique d'un commencement d'exécution du meurtre. Il fallait donc vraisemblablement ici écarter la qualification de tentative de meurtre et plutôt aller sur la qualification de vol avec arme. En effet, on est en présence d'un individu qui, au moyen d'un couteau, va soustraire la chose d'autrui, le téléphone portable de Paul. On est très clairement dans l'hypothèse d'une qualification de vol avec arme qui est une qualification criminelle. C'est l'article 311-8 du Code pénal.
Mais comme on attend de vous, dans le cadre du cas pratique de droit pénal et de procédure pénale, une approche non seulement théorique, mais aussi une approche en tant que magistrat que vous voulez devenir, il ne faut pas oublier que dans ce type de dossier, il y a assez régulièrement une correctionnalisation qui est opérée. L'on va oublier en réalité l'existence de l'arme et la prendre en compte uniquement en termes de violence. Du coup, pour éviter la saisine d'une juridiction criminelle, l'on pourra éventuellement procéder à une correctionnalisation et dans ce cas-là, la qualification qu'il conviendrait de retenir, c'est celle de vol avec violence, aggravée par la circonstance d'une soustraction commise dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. Dans une telle hypothèse, conformément aux articles 311-5 et 311-6 du Code pénal, les peines principales encourues sont de 10 ans et de 150 000 € d'amende. Enfin, vient la responsabilité pénale des deux autres protagonistes. C'est une responsabilité pénale assez difficile à envisager. Naturellement, l'on pense à la complicité. Dans l'énoncé, en effet, il est mentionné que les deux protagonistes, donc, qui sont manifestement, au regard de leur tenue, messieurs P et D, ces deux protagonistes, dans l'énoncé, on nous explique qu'ils prêtent main forte finalement à l'agresseur de Paul, puisqu'il est mentionné que deux autres individus avaient bloqué les portes du wagon pour faciliter la fuite de son agresseur, de l'agresseur de Paul H. On pense logiquement à la complicité, avec néanmoins une difficulté qui tient au fait, vous le savez, que la complicité n'est punissable que si l'acte de complicité intervient antérieurement ou concomitamment à l'infraction principale punissable. Or, en l'espèce, il bloque les portes du wagon après la réalisation de l'infraction principale punissable, après le vol avec arme, après le vol avec violence. De sorte que la complicité ne doit pas pouvoir être retenue, sauf à démontrer l'existence d'une entente préalable qui ne résulte pas de l'énoncé. On peut imaginer qu'il y a eu finalement une aide spontanée qui a été fournie par les deux protagonistes au porteur du couteau, de sorte que la complicité ne pourrait pas être retenue. Et il faudrait alors peut-être envisager une qualification subsidiaire qui pourrait être celle de l'omission de porter secours, puisqu'on sait que Paul a été victime d'un coup de couteau, on sait aussi que sa mère a vu qu'il saignait, peut-être que nos deux protagonistes ont constaté cela, et en n'ayant pas agi auprès de Paul, eh bien ils se sont rendus coupables du délit d'omission de porter secours. Mais là aussi, on n'a pas beaucoup d'éléments dans l'énoncé permettant de caractériser dans tous ces éléments l'infraction, en particulier s'agissant de l'élément moral, la conscience du coup de couteau, le fait que Paul saignait. Éventuellement une association de malfaiteurs, mais là aussi, difficulté, parce que si on exclut la complicité au motif qu'il n'y a pas d'entente préalable, il est assez difficile d'aller sur le terrain de l'association de malfaiteurs. Donc en réalité, on est, s'agissant de la responsabilité pénale des deux autres protagonistes, sur une réponse qui ne peut finalement pas être complètement tranchée, ou en tout cas consistant à dire qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible, sans doute raisonnable, il n'est pas possible de caractériser une quelconque infraction, même si cela peut paraître moralement choquant, le comportement qu'ont eu les protagonistes. On ne peut pas retenir véritablement une quelconque qualification à l'égard de ces deux autres protagonistes, sauf éventuellement à retenir une forme de coaction, si vous voulez, la coaction étant souvent utilisée dans la pratique pour pallier les difficultés de caractérisation d'une complicité. Sauf que, juridiquement parlant, cette pratique, elle pose question. On sait en effet très exactement ce qu'ont fait nos deux protagonistes, et on sait très précisément qu'ils n'ont pas soustrait
Donc on ne peut pas leur reprocher une quelconque coaction en termes de vol. Ils ont effectivement prêté main forte après la réalisation du vol, mais ceci ne peut pas relever de la coaction juridiquement parlant. En tout cas, sur le terrain des principes stricts de qualification pénale. Et ça ne peut pas non plus relever de la complicité, puisque le comportement est postérieur à l'infraction principale punissable. En réalité, ce n'est que si l'on parvient à démontrer une entente préalable que la complicité pourra éventuellement être retenue. Sinon, on ira sur le terrain de l'omission de porter secours avec la difficulté que je soulignais à propos de l'élément moral. Voilà pour les développements qu'il fallait tenir en termes de qualification pénale des faits. Évidemment, je suis ici rapide, hein, il faut bien rentrer dans le détail, dans la construction de vos développements. Ceci, j'insisterai lors du séminaire de rentrée auprès des candidats inscrits au sein de la prépa ISP. Vient ensuite la question relative à l'enquête judiciaire, ou plutôt les questions relatives à l'enquête judiciaire, qui étaient des questions très basiques, très classiques, similaires aux questions qui avaient pu être posées lors de cas pratiques donnés dans les années précédentes. Première question, dans quel cadre légal d'enquête les policiers agissent-ils? Eh bien, il fallait ici souligner que l'on n'était évidemment pas dans le cadre d'une information judiciaire. À la lecture de l'énoncé, on est sur des faits qui viennent d'être commis. Il n'y a pas ouverture déjà d'une information judiciaire, on est dans une enquête de police. Il fallait déterminer dans quel cadre d'enquête les policiers agissent-ils. S'agit-il d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance? Logiquement, puisque les faits viennent d'être commis, la qualification à retenir, c'est celle de l'enquête de flagrance, conformément aux dispositions des articles 53 et 67 du Code de procédure pénale. Les trois critères de la flagrance sont en effet réunis. Le critère de gravité, on est bien en présence de crimes de délits punis d'emprisonnement, ce qui permet de renvoyer à ce que l'on a dit à propos des qualifications pénales et de montrer qu'il fallait donc impérativement opérer cette interversion de l'ordre des questions posées pour pouvoir justifier l'existence d'une situation de flagrance. Critère de gravité établi. Le critère d'objectivité, d'apparence, il est établi également, puisque les faits sont relatés par des personnes identifiées, et puis un certain nombre de faits sont constatés par les enquêteurs eux-mêmes, s'agissant, je pense ici, des violences subies par l'agent interpellateur. Et puis le critère temporel, comme je le disais, il est également satisfait. On est sur des faits qui viennent de se commettre ou qui sont même en train de se commettre au moment où les forces de l'ordre interviennent, s'agissant des violences commises à l'égard du policier. Nous sommes donc dans le cadre d'une enquête de flagrance. Ensuite, autre question, s'agissant de l'enquête judiciaire, quelles mesures d'enquête et de contrainte peuvent être mises en œuvre au regard du régime d'enquête? Il fallait ici reprendre la méthode que j'avais enseignée auprès de mes élèves dans le cadre de la prépa ISP 2023. Il fallait distinguer les mesures d'enquête, d'une part, des mesures de contrainte, puisque la question y invite. D'abord, évoquer les mesures d'enquête, distinguer les investigations matérielles qui peuvent être déployées et qui peuvent être utiles à la manifestation de la vérité en l'espèce, des perquisitions qui pourront être utiles pour, une fois qu'on a identifié le porteur du couteau, vérifier si on trouve effectivement le téléphone de la victime à son domicile, des réquisitions également, en particulier auprès d'opérateurs téléphoniques, pour vérifier le bornage du téléphone sur le lieu des faits, et puis, toujours au titre des mesures d'enquête, au-delà des investigations matérielles, un certain nombre de collectes de dépositions venant de témoins, de victimes, en insistant en particulier sur les spécificités de la déposition de Samy, qui, d'après l'énoncé, est une victime mineure et qui doit donc bénéficier d'un certain nombre de droits particuliers s'agissant d'une victime mineure. Ceci au titre des mesures d'enquête, et puis ensuite, au titre des mesures de contrainte, évoquer la question de l'interpellation, évidemment, possible dans le cadre d'une enquête de flagrance, tant que dure l'enquête de flagrance, c'est-à-dire 8 jours, voire 16 jours si le parquet décide d'une prolongation lorsque les faits font encourir
au moins 5 ans d'emprisonnement, et puis possibilité également de recourir à des convocations, s'il n'y a pas réponse à ces convocations, de recourir à des ordres de comparution qui vont permettre aux enquêteurs d'utiliser la force pour contraindre les personnes à se rendre dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie pour y être entendues, voire la possibilité de recourir à un mandat de recherche en vue d'un placement en garde à vue. Autre question, après les mesures d'enquête et de contrainte envisageables, l'interpellation et le menottage étaient-ils juridiquement possibles? Bien, il fallait ici, de manière aussi très classique, faire référence à l'article 73 du Code de procédure pénale, l'article 73 du Code de procédure pénale qui permet effectivement, dans le cadre d'une enquête de flagrance, de recourir à une interpellation à l'égard de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant, ce qui était le cas en l'occurrence. Et puis, pour ce qui concerne le menottage, il fallait faire référence aux dispositions de l'article 803 du Code de procédure pénale qui prévoit la possibilité de recourir à cette mesure de contrainte destinée à éviter la fuite de l'intéressé ou bien destinée à prévenir un risque d'atteinte à soi-même, s'agissant de l'individu menotté, ou d'atteinte à des tiers. Nous sommes ici en présence d'individus qui ont pu commettre des actes de violence à l'égard d'autrui. Il est manifestement légitime, conforme au principe de nécessité et de proportionnalité, de recourir à une telle mesure de menottage. Autre question, toujours au titre de l'enquête judiciaire, le contrôle d'identité initial était-il légal? Contrôle d'identité donc à l'égard de nos deux protagonistes. Il fallait ici faire référence, encore une fois, aux dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. Je dis encore une fois parce que ça relève de la méthodologie assez classique enseignée dans le cadre de la prépa ISP. C'est pour ça que nos candidats étaient particulièrement bien préparés pour cette épreuve. Il fallait donc viser l'article 78-2 du Code de procédure pénale, souligner que ce texte distingue deux types de contrôles d'identité, les contrôles d'identité de police judiciaire, qui sont répressifs, qui interviennent à la suite de la commission d'une infraction, puis les contrôles d'identité de police administrative, qui eux sont préventifs, destinés à pallier un risque de trouble à l'ordre public. Ici, l'on est sur des contrôles qui interviennent après que les agents de la force publique aient été informés de la commission d'infraction. On est en présence d'un contrôle d'identité de police judiciaire qui est tout à fait justifié au regard des éléments d'identification vestimentaire qui ont été glanés par les enquêteurs auprès des témoins et des victimes. Ce contrôle d'identité apparaît donc régulier. Enfin, quel régime procédural l'audition des mises en cause doit être mise en œuvre? C'est là, en réalité, que la question relative au menottage prenait tout son sens, puisque, s'agissant de suspects dans le cadre d'une enquête de police, il y a deux cadres d'audition. Il y a l'audition libre, d'une part, prévue par l'article 61-1 du Code de procédure pénale. Qui dit audition libre dit évidemment une audition menée à l'égard d'un suspect qui a la possibilité de quitter les locaux de police ou de gendarmerie à tout moment. En revanche, s'il y a contrainte à l'égard de l'intéressé, si l'intéressé n'est pas libre de ses mouvements, c'est le recours à une garde à vue qui s'impose, conformément à l'article 62-2. C'est la raison pour laquelle, dans l'énoncé, on évoquait le menottage pour permettre aux candidats de dire qu'en l'occurrence, il fallait mettre en œuvre le régime de la garde à vue et rapidement évoquer les conditions du placement en garde à vue et rapidement évoquer les garanties qui sont conférées à la personne gardée à vue. Enfin, la troisième et dernière question, très classique également, s'agissant des poursuites. Quelles sont les options procédurales dont dispose le ministère public à l'issue de l'audition des mises en cause et quelles mesures restrictives de liberté pourraient être mises en œuvre? Alors, cette question, elle est très classique, mais s'agissant de ce cas pratique, elle était assez complexe. Pourquoi? Parce que
Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je suis allé au fur et à mesure de mon raisonnement, mais il faut bien remarquer à la lecture de l'énoncé que celui-ci est ambigu sur l'âge des personnes mises en cause. En effet, dans l'énoncé, à plusieurs reprises, on insiste sur le fait que l'interpellation concerne 2 jeunes gens. C'est dit à 3 reprises dans l'énoncé, on désigne à 2 reprises 2 jeunes gens et à 1 reprise l'un des jeunes. Si l'énoncé emploie ce terme-là, ce n'est pas de manière anodine. C'est que l'énoncé nous invite à envisager l'hypothèse de mineurs. Sinon, on ne parlerait pas de jeunes gens. Si on ne voulait pas vous voir envisager la minorité, on ne parlerait pas de jeunes gens. Donc il faut envisager cette minorité, ce qui doit vous amener dans vos développements relatifs aux qualifications pénales à traiter, s'agissant des causes d'irresponsabilité pénale, s'agissant de l'imputation de l'infraction, la question de l'impact de la minorité sur la responsabilité pénale et la question de l'impact de la minorité sur les peines encourues. Et puis, s'agissant ensuite de la troisième question, s'agissant des poursuites, des options procédurales, il fallait évidemment évoquer comme critère de raisonnement la question de la majorité ou de la minorité des personnes mises en cause. C'était un critère de raisonnement à mettre en œuvre, étant souligné que, comme je l'explique habituellement dans mes cours de cas pratiques, le critère essentiel qu'il faut absolument mettre en œuvre sur ce type de questions, c'est celui de l'état du dossier. Est-ce que notre procédure pénale est achevée ou non? Est-ce que, au terme de l'audition de nos 2 protagonistes, on aura finalement obtenu l'ensemble des éléments de preuve, on aura fermé toutes les portes, on aura épuisé toutes les pistes? Est-ce que donc les investigations sont achevées ou est-ce que les investigations sont inachevées? Parce que l'orientation sera différente selon qu'il y a encore lieu de mener des investigations ou pas. S'il n'y a pas lieu de mener des investigations, si le dossier est en l'état, on va pouvoir saisir directement la juridiction de jugement compétente. Si les investigations ne sont pas complètes, il va falloir se poser la question éventuellement de l'ouverture d'une information judiciaire ou bien d'une poursuite de l'enquête de police en flagrance, et puis une fois passés les 8 jours ou les 16 jours, en préliminaire. Sur ce type de questions, donc, il faut toujours envisager ces 2 hypothèses et structurer notre réponse en distinguant l'hypothèse d'investigation inachevée et puis l'hypothèse d'investigation achevée. Et puis, s'agissant de notre cas en particulier, au-delà de l'indistinction majeure-mineure, il fallait aussi distinguer les faits dont a été victime Paul H des autres faits. Pourquoi fallait-il distinguer? Parce que ces faits concernant Paul H sont de nature criminelle. Dans l'absolu des principes, le vol commis avec arme est un crime. Et un crime ne peut pas donner lieu à la saisine directe de la juridiction répressive de jugement. Il doit y avoir désignation d'un juge d'instruction. Donc l'orientation procédurale, elle est alors d'évidence. Mais comme on l'a dit à propos des qualifications pénales, dans ce genre de situation, on a plutôt tendance à opérer une correctionnalisation pour éviter une procédure criminelle qui va être lourde et donc orienter plutôt les faits vers une qualification correctionnelle. Donc ce sont tous ces éléments-là qu'il fallait prendre en compte, tous ces différents critères qu'il fallait prendre en compte pour répondre à la question relative aux poursuites. L'élément de structure essentiel, encore une fois, il est celui de la distinction en cas d'investigation inachevée, en cas d'investigation achevée. Mais ensuite, il fallait distinguer les faits commis concernant Paul H des autres faits, et il fallait se poser la question des mises en cause majeures ou des mises en cause mineures.
Tous ces éléments-là devaient être présentés de manière évidemment synthétique. On ne récite pas son cours dans le cadre d'un cas pratique, mais devaient être présentés au correcteur pour être sûr de glaner l'ensemble des points portant sur cette question, 4 points. Mais vous le voyez, il y avait d'autres questions qui appelaient des développements conséquents s'agissant des qualifications pénales et de l'enquête judiciaire. C'est la raison pour laquelle il faut effectivement bien respecter l'ordre pour le coup, s'agissant de cette troisième question, et ne traiter la question des poursuites qu'à la fin de vos développements, ne pas opérer une interversion qui n'aurait pas véritablement de sens au motif qu'il serait plus simple de répondre à la question relative aux poursuites. Non, certains candidats ont pu le faire, mais c'est une aberration, ne le faites pas. S'agissant de la question relative aux poursuites, on la traite uniquement à la fin. Sur cette question, donc, on distingue l'hypothèse d'investigation inachevée. Si les investigations sont inachevées, s'agissant des faits concernant Paul H, si les mises en cause sont majeures, eh bien, il faudra ouvrir une information judiciaire puisque la qualification des faits est une qualification criminelle, le vol avec arme. Mais si l'on opère une correctionnalisation ab initio, si l'on décide d'oublier la circonstance de l'arme et ne retenir, comme je le disais tout à l'heure, que le vol avec violence, s'il y a correctionnalisation ab initio, dans la mesure où les investigations sont inachevées et où il faut des investigations supplémentaires, eh bien, on a deux possibilités, soit recourir à une comparution à délai différé. Dans ce cas-là, il faudra que les actes d'investigation, en particulier les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, aient été faites avant la clôture de l'enquête. Dans ce cas-là, comparution à délai différé est possible, permettant d'achever les actes d'enquête en cours, ou bien éventuellement poursuivre en enquête, dans le cadre d'une enquête de flagrance qui basculera alors en préliminaire, mais dans ce cas-là, aucune mesure de sûreté ne peut être décidée. En effet, ce n'est que dans le cadre d'une comparution à délai différé qu'éventuellement il sera possible de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mesures de sûreté. Toujours s'agissant des faits concernant Paul H, si les investigations sont inachevées, en présence de mise en cause mineure, il faudra, là aussi, soit ouvrir une information judiciaire, ce qui est logique au regard de la qualification criminelle, le vol avec arme, ou bien décider de poursuivre en enquête, sachant que la comparution à délai différé n'existe pas pour les mineurs. La seule alternative, donc, s'il y a une correctionnalisation ab initio, c'est de poursuivre en enquête, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de mesure de sûreté envisageable. Donc, il semble plus approprié, effectivement, d'ouvrir alors une information judiciaire. Pour ce qui concerne les autres faits, donc commis à l'égard de Samy, de Madame R et de l'agent interpellateur, si les investigations sont inachevées, eh bien, dans l'hypothèse où l'on est en présence de mise en cause majeure, les qualifications sont des qualifications correctionnelles. On ne va donc pas aller sur l'ouverture d'une information judiciaire, on va plutôt aller sur le terrain de la comparution à délai différé qui permet l'achèvement des investigations en cours, ou éventuellement d'une poursuite en enquête, mais alors sans mesure de sûreté. Si l'on est en présence pour ces autres faits de mise en cause mineure, eh bien, l'on ira soit sous l'ouverture également d'une information judiciaire, s'il est impératif de recourir à des mesures de sûreté, ou bien sur une poursuite en enquête, mais alors pas de mesure de sûreté, étant souligné que la comparution à délai différé n'est pas possible pour les mineurs. Donc il semble plus judicieux alors d'ouvrir une information judiciaire pour permettre des mesures de sûreté à l'égard de ces protagonistes violents. Dans l'hypothèse où cette fois les investigations seraient achevées, dans le temps de la garde à vue de nos deux individus, on a pu identifier le porteur du couteau, on a pu l'entendre, on a pu relever tous les éléments de preuve. Dans ce cas-là, s'agissant des faits concernant Paul H, eh bien, si les mises en cause sont majeures, on ouvre une information judiciaire, si on s'en tient à la qualification criminelle des faits, ou bien on a recours à une correctionnalisation ab initio et recours alors à une procédure avec déferment permettant le recours à des mesures de sûreté
comparution immédiate, selon le passé pénal des protagonistes. Si effectivement ils ont un lourd passé judiciaire, la comparution immédiate apparaît tout à fait appropriée, ou bien s'il s'agit de simples primo-délinquants, éventuellement une convocation par procès verbal permettant la mise en œuvre de mesures de sûreté également. Toujours s'agissant des faits concernant Paul H, si les mises en cause sont mineurs, eh bien, l'on pourra avoir recours là aussi à l'ouverture d'une information judiciaire au regard de la nature criminelle des faits, ou si l'on correctionnalise, eh bien, on pourra procéder à une convocation ou à un déferment de ces mineurs, avec en particulier la possibilité de recourir à des mesures de sûreté dans l'hypothèse d'une procédure de déferment, mesure de sûreté décidée soit par le juge des enfants, soit par le juge des libertés et de la détention. Toujours en présence d'investigations achevées, s'agissant des autres faits, si l'on est en présence de mise en cause majeure, on ne va évidemment pas ouvrir une information judiciaire, les faits sont de nature correctionnelle, on va plutôt préférer une procédure de déferment permettant la mise en œuvre de mesures de sûreté rapides, soit une comparution immédiate, soit une convocation par procès verbal, essentiellement selon le passé pénal des intéressés. Toujours pour ces autres faits, si les mises en cause sont mineures, eh bien, on aura recours au mode de convocation ou de déferment propre aux mineurs. Ici, au regard de la nature violente des faits, une procédure par déferment apparaît tout à fait appropriée, permettant la mise en œuvre de mesures de sûreté, le temps que l'audience sur la culpabilité se tienne, mesures de sûreté pouvant être décidées par le juge des enfants, voire par le juge des libertés et de la détention, s'agissant d'une éventuelle détention provisoire. Donc vous le voyez, des développements assez denses s'agissant des poursuites. Voilà pour ces quelques éléments de réflexion relatifs à ce cas pratique donné aux candidats des deuxième et troisième concours. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'entrerai dans le détail de cette correction de manière très approfondie lors du séminaire de rentrée. J'espère malgré tout que ces quelques éléments vous seront utiles pour mieux comprendre ce cas pratique donné en 2023. Il me reste à vous souhaiter bon courage dans la poursuite de vos révisions, dans la poursuite de votre apprentissage, en particulier de la méthodologie du cas pratique. Je vous souhaite bon courage et je vous dis donc à très bientôt.